C'était le printemps. Un printemps pur et glacé. En sortant de soirée, il montait dans sa Victoria, étendait une couverture sur ses jambes, répondait aux amis qui s'en allaient en même temps que lui et lui demandaient de revenir avec eux, qu'ils ne pouvaient pas, qu'ils n'allaient pas du même côté, et le cocher partait au grand trot, sachant où on allait. Eux s'étonnaient, et de fait, Swann n'était plus le même. On ne recevait plus jamais de lettres de lui où il demandât à connaître une femme. Il ne faisait plus attention à aucune, s'abstenait d'aller dans les endroits où on en rencontre. Dans un restaurant à la campagne, il avait l'attitude inverse de celle à quoi hier encore on l'eût reconnu et qui avait semblé devoir toujours être la sienne. Tant une passion est en nous comme un caractère momentané et différent qui se substitue à l'autre et abolit les signes jusque-là invariables par lesquels il s'exprimait. En revanche, ce qui était invariable maintenant, c'était que, où que Swann se trouvât, il ne manqua pas d'aller rejoindre Odette. Le trajet qui le séparait d'elle était celui qu'il parcourait inévitablement et comme la pente même irrésistible et rapide de sa vie. À vrai dire, souvent resté tard dans le monde, il aurait mieux aimé rentrer directement chez lui sans faire cette longue course et ne la voir que le lendemain. Mais le fait même de se déranger à une heure anormale pour aller chez elle, de deviner que les amis qui le quittaient se disaient « il est très tenu, il y a certainement une femme qui le force à aller chez elle à n'importe quelle heure », lui faisait sentir qu'il menait la vie des hommes qui ont une affaire amoureuse dans leur existence et en qui le sacrifice qu'ils font de leur repos et de leurs intérêts à une rêverie voluptueuse fait naître un charme intérieur. Puis, sans qu'il s'en rendît compte, cette certitude qu'elle l'attendait, qu'elle n'était pas ailleurs avec d'autres qui ne reviendraient pas sans l'avoir vue, neutralisait cette angoisse oubliée mais toujours prête à renaître qu'il avait éprouvée le soir où Odette n'était plus chez les Verdurins et dont l'apaisement actuel était si doux que cela pouvait s'appeler du bonheur. Peut-être était-ce à cette angoisse qu'il était redevable de l'importance qu'Odette avait prise pour lui. Les êtres nous sont d'habitude si indifférents que quand nous avons mis dans l'un d'eux de telles possibilités de souffrance et de joie, pour nous, il nous semble appartenir à un autre univers. Il s'entoure de poésie, il fait de notre vie comme une étendue émouvante où il sera plus ou moins rapproché de nous. Swann ne pouvait se demander sans trouble ce qu'Odette deviendrait pour lui dans les années qui allaient venir. Parfois, en voyant de sa Victoria dans ces belles nuits froides la lune brillante qui répandait sa clarté entre ses yeux et les rues désertes, il pensait à cette autre figure claire et légèrement rosée comme celle de la lune, qui un jour avait surgi dans sa pensée et depuis projetait sur le monde la lumière mystérieuse dans laquelle il le voyait. S'il arrivait après l'heure où Odette envoyait ses domestiques se coucher, avant de sonner à la porte du petit jardin, il allait d'abord dans la rue où donnait au rez-de-chaussée, entre les fenêtres toutes pareilles mais obscures des hôtels contigus, la fenêtre seule éclairée de sa chambre. Il frappait au carreau, et elle, avertie, répondait et allait l'attendre de l'autre côté, à la porte d'entrée. Il trouvait sur son piano quelques-uns des morceaux qu'elle préférait, la valse des roses ou Pauvre fou de Tagliafico, qu'on devait, selon sa volonté écrite, faire exécuter à son enterrement. Il lui demandait de jouer à la place la petite phrase de la sonate de Vinteuil, bien qu'Odette jouât fort mal. La petite phrase continuait à s'associer pour Swann à l'amour qu'il avait pour Odette. Il sentait bien que cet amour, c'était quelque chose qui ne correspondait à rien d'extérieur, de constatable par d'autres que lui. Il se rendait compte que les qualités d'Odette ne justifiaient pas qu'il attachât tant de prix au moment passé auprès d'elle. Et souvent, quand c'était l'intelligence positive qui régnait seule en Swann, il voulait cesser de sacrifier tant d'intérêts intellectuels et sociaux à ce plaisir imaginaire. Mais la petite phrase, dès qu'il l'entendait, savait rendre libre en lui l'espace qui pour elle était nécessaire. Les proportions de l'âme de Swann s'en trouvaient changées. Une marge y était réservée à une jouissance qui, elle non plus, ne correspondait à aucun objet extérieur, et qui pourtant, au lieu d'être purement individuelle comme celle de l'amour, s'imposait à Swann comme une réalité supérieure aux choses concrètes. Cette soif d'un charme inconnu, la petite phrase l'éveillait en lui, mais ne lui apportait rien de précis pour l'assouvir.
de sorte que ces parties de l'âme de Swann où la petite phrase avait effacé le souci des intérêts matériels, les considérations humaines et valables pour tous, elle les avait laissées vacantes et en blanc, et il était libre d'y inscrire le nom d'Odette. Puis, à ce que l'affection d'Odette pouvait avoir d'un peu court et décevant, la petite phrase venait ajouter, amalgamer son essence mystérieuse. À voir le visage de Swann pendant qu'il écoutait la phrase, on aurait dit qu'il était en train d'absorber un anesthésique qui donnait plus d'amplitude à sa respiration. Et le plaisir que lui donnait la musique et qui allait bientôt créer chez lui un véritable besoin ressemblait en effet à ces moments-là au plaisir qu'il aurait eu à expérimenter des parfums, à entrer en contact avec un monde pour lequel nous ne sommes pas faits, qui nous semble sans forme parce que nos yeux ne le perçoivent pas, sans signification parce qu'il échappe à notre intelligence, que nous n'atteignons que par un seul sens. Grand repos, mystérieuse rénovation pour Swann, pour lui dont les yeux, quoique délicats amateurs de peinture, dont l'esprit, quoique fin observateur des mœurs, portait à jamais la trace indélébile de la sécheresse de sa vie, de se sentir transformé en une créature étrangère à l'humanité, aveugle, dépourvue de facultés logiques, presque une fantastique licorne, une créature chimérique ne percevant le monde que par l'ouïe. Et comme dans la petite phrase il cherchait cependant un sens où son intelligence ne pouvait descendre, quelle étrange ivresse il avait à dépouiller son âme la plus intérieure de tous les secours du raisonnement et à la faire passer seule dans le couloir, dans le filtre obscur du son. Il commençait à se rendre compte de tout ce qu'il y avait de douloureux, peut-être même de secrètement inapaisé au fond de la douceur de cette phrase, mais ne pouvait pas en souffrir. Qu'importait qu'elle lui dît que l'amour est fragile, le sien était si fort. Il jouait avec la tristesse qu'elle répandait. Il la sentait passer sur lui, mais comme une caresse qui rendait plus profond et plus doux le sentiment qu'il avait de son bonheur. Il la faisait rejouer 10 fois, 20 fois à Odette, exigeant qu'en même temps elle ne cessât pas de l'embrasser. Chaque baiser appelle un autre baiser. Ah, dans ces premiers temps où l'on aime, les baisers naissent si naturellement. Ils foisonnent si pressés les uns contre les autres, et l'on aurait autant de peine à compter les baisers qu'on s'est donnés pendant 1 heure que les fleurs d'un champ au mois de mai. Alors elle faisait mine de s'arrêter, disant « Comment veux-tu que je joue comme ça si tu me tiens ? Je ne peux tout faire à la fois. Sache au moins ce que tu veux. Est-ce que je dois jouer la phrase ou faire des petites caresses ?» Lui se fâchait, et elle éclatait d'un rire qui se changeait et retombait sur lui en une pluie de baisers. Ou bien elle le regardait d'un air maussade. Il revoyait un visage digne de figurer dans la vie de Moïse de Botticelli. Il l'y situait. Il donnait au cou d'Odette l'inclinaison nécessaire. Et quand il l'avait bien peinte à la détrempe au XVe siècle sur la muraille de la Sixtine, l'idée qu'elle était cependant restée là près du piano dans le moment actuel, prête à être embrassée et possédée, l'idée de sa matérialité et de sa vie venait l'enivrer avec une telle force que l'œil égaré, les mâchoires tendues comme pour dévorer, il se précipitait sur cette Vierge de Botticelli et se mettait à lui pincer les joues. Puis, une fois qu'il l'avait quittée, il revenait dans sa Victoria, bénissant Odette de lui permettre ses visites quotidiennes, dont il sentait qu'elle ne devait pas lui causer à elle une bien grande joie, mais qui, en le préservant de devenir jaloux, en lui ôtant l'occasion de souffrir de nouveau du mal qui s'était déclaré en lui le soir où il ne l'avait pas trouvé chez les Verdurin, l'aiderait à arriver au bout de ces heures singulières de sa vie, heures presque enchantées, à la façon de celle où il traversait Paris au clair de lune. Et remarquant pendant ce retour que l'astre était maintenant déplacé par rapport à lui et presque au bout de l'horizon, sentant que son amour obéissait lui aussi à des lois immuables et naturelles, il se demandait si cette période où il était entré durerait encore longtemps, si bientôt sa pensée ne verrait plus le cher visage qu'occupant une position lointaine et diminuée et près de cesser de répandre du charme. Car Swann en trouvait aux choses depuis qu'il était amoureux, comme au temps où adolescent il se croyait artiste. Mais ce n'était plus le même charme. Celui-ci, c'est Odette seule qui le leur conférait.
Il sentait renaître en lui les inspirations de sa jeunesse qu'une vie frivole avait dissipées, mais elles portaient toutes le reflet, la marque d'un être particulier. Et dans les longues heures qu'il prenait maintenant un plaisir délicat à passer chez lui, seul avec son âme en convalescence, il redevenait peu à peu lui-même, mais à une autre.